Dès le début, j'ai commencé à me couper profondément. J'avais toujours besoin de points de suture, mes plaies étaient toujours grandes et profondes. Souvent, ils avaient besoin de me recoudre 2 ou 3 fois. Je me gratte, je me pique, je me coupe, je me brûle. Je me brûle aussi avec des produits chimiques. Dès que mes plaies commencent à guérir, je fais tout pour les empêcher de se refermer. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu au moins une plaie ouverte sur mon corps. Voilà, c'est comme un signal d'appel pour qu'on nous aide parce qu'on ne peut pas nous aider nous-mêmes. Même les parents, ils ne savent pas quoi faire. Parce que dans ces cas-là, ils sont paniqués, les parents, c'est obligé. La plupart des jeunes gens qui effectuent donc des scarifications, qui restent plus superficielles, n'ont pas pour objectif de se tuer. Ils ont pour objectif de se vider en quelque sorte de leur souffrance. Pour eux, c'est un moyen d'exprimer leur souffrance et de la faire sortir. Et d'ailleurs, souvent, ils disent « je me fais du mal parce que ça me soulage de me faire du mal ». Centre hospitalier de Bordeaux. Beaucoup des jeunes accueillis dans ce service se coupent, se brûlent, se cassent les os, se scarifient régulièrement et volontairement. Un comportement encore tabou et souvent mal diagnostiqué par le corps médical, mais qui en France toucherait de plus en plus d'adolescents. Camille, Julie et Fanny ont entre 15 et 17 ans. Toutes les 3 ont tenté de se suicider, toutes les 3 s'infligent régulièrement des blessures. Elles sont ici pour apprendre à se protéger d'elles-mêmes, pour essayer de comprendre pourquoi elles éprouvent l'irrésistible besoin de se faire violence. Non, mais je sais. Comment t'as fait ça? Au couteau. Dans quelles circonstances? C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu ressentais? Mais j'étais mal, j'étais paumée. J'étais paumée, j'ai pris un couteau et je suis allée à la charcutière. J'ai celle-là, enfin, celle-là, là. Et par contre, j'en ai une petite, là, ça c'est au rasoir. Là, c'était un soir dans mon lit, là. Ça, je l'ai fait avec une lame de taille-crayon. Je me suis fait d'abord la première croix. Et après, quand je me suis vraiment énervée, j'ai continué le trait hyper fort. La première, là, j'ai saigné. Et après, je m'en suis fait des petites, là, mais bon, ça, je l'ai fait moins fort. Et bon, après, j'ai arrêté. Heureusement que je t'ai supprimé ton taille-crayon hier soir. Ouais, parce qu'en fait, c'est facile, je dévissais avec un compas, je prenais la lame, je l'aiguisais. Je me suis fait là, et là aussi, là. C'est plein de coupures, là, qu'on voit partout sur la main. C'est peut-être un moyen d'expression, quoi, de montrer notre... Enfin, je sais pas. Ça veut dire qu'on est mal et qu'on fait help. Je peux pas pleurer, j'ai énormément de mal, je garde tout au fond de moi. Donc là, je me coupe, ça me soulage sur le moment et après, je me dis qu'en fait, ça m'a rien fait, ça m'a servi à rien. Mais je peux pas m'empêcher de recommencer, quoi, en fait. Ma mère, elle a eu peur quand même, parce qu'elle se disait pourquoi ma fille elle vit dans la souffrance, même si elle sait pourquoi. Mais pourquoi ma fille est au point d'arriver là, quoi. Pourquoi elle en arrive là, pourquoi elle doit se faire du mal, pourquoi elle doit se couper, se détruire. Et c'est mal, quoi, pour elle. Et moi, j'étais mal aussi parce que j'aime pas voir ma mère souffrir, vu que c'est elle qui compte le plus pour moi, quoi. Et donc voilà, donc j'essaie de lui parler, de la rassurer, mais bon... Voilà. Ça fait 10 ans que le docteur Pomereau a créé au sein de l'hôpital le centre Abadi, la première unité française pour adolescents et jeunes adultes suicidaires. C'est en s'apercevant que près de la moitié des jeunes accueillis au centre se scarifiaient que l'équipe médicale a commencé à se pencher sur ce phénomène méconnu. Qui, au cours de ce séjour, est passé par des moments d'effondrement assez importants, avec passage à l'acte, puisque donc elle s'est, il y a une semaine de ça, scarifiée, dans un moment de profond désarroi. C'est vrai qu'elle était effondrée au début de l'hospitalisation, puis ensuite mieux, elle a oscillé comme ça. Et que finalement, une priorité en quelque sorte va consister effectivement à lui demander de s'engager dans un travail de sa souffrance. Mais c'est ça son boulot en quelque sorte. Voilà, alors nous on a travaillé sur cette question. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de jeunes gens suicidaires, alors qui mettaient leur vie véritablement en danger, avaient dans le passé commencé par faire des scarifications. Donc c'était à la fois
un acte important en termes de pronostic, puisque pour un certain nombre de jeunes gens, effectuer des scarifications à 13 ou 14 ans pouvait ensuite s'accompagner de tentatives de suicide graves à 16 ou 17 ans. Donc on le considère, nous, comme un signal d'alarme. La plupart des adolescents qui s'automutilent sont des filles. Les garçons, eux, ont plutôt tendance à extérioriser leur violence. Ils boivent, se battent, conduisent avec agressivité, mais ne retournent que très rarement cette violence contre eux-mêmes. Cathy a 25 ans. C'est son 3e séjour au centre Abadi. Elle a déjà commis plusieurs tentatives de suicide et se scarifie régulièrement. Il y a 2 nuits, dans sa chambre d'hôpital, elle s'est tailladé l'avant-bras à l'aide d'un verre qu'elle a cassé. Ce n'est que le lendemain matin, en prenant sa tension, que les infirmières ont découvert la blessure. Aujourd'hui, le docteur Pomereau souhaite reparler de cet incident en consultation individuelle. Comme d'habitude, l'interne et une infirmière sont également présentes. Alors à ce moment-là, dans ta tête, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que ça te faisait de voir ton poignet saigner? J'avais envie que ça saigne encore plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je dirais que c'est peut-être aussi pour montrer la souffrance que j'ai à l'intérieur de moi, la montrer physiquement. Oui. Une démonstration voyante, quoi. Est-ce que tu fais un lien, toi, entre ça et d'autres comportements que tu as pu avoir auparavant? Mais je sais pas trop, parce que quand je buvais beaucoup, quand je buvais et tout, toute seule, et chez moi, et quand je fumais des joints, c'était plus dans le but de pouvoir laisser couler le temps, ou d'être tellement stone parce que j'avais fumé. Te couper aussi, d'une certaine manière. Ouais, voilà. Tu verrais d'autres exemples de coupures, au sens propre ou au sens figuré, que tu as pu avoir aussi? Quand j'étais chez ma mère, parce que mes parents étaient divorcés, des fois je faisais des fugues pour qu'elle vienne me chercher. J'aimerais bien que tu continues à réfléchir sur cette histoire de coupure. Parce que je pense qu'il y a encore d'autres façons pour toi de décliner en quelque sorte la coupure sans forcément d'ailleurs en avoir complètement conscience. Que c'est aussi des coupures. Tout séjour au centre commence lui aussi symboliquement par une coupure. Pendant les 48 premières heures, les adolescents n'ont le droit ni de sortir, ni de se servir du téléphone, ni encore de recevoir des visites. Le temps pour eux de réfléchir à leurs gestes avant d'en comprendre la signification cachée. Cathy est ici depuis 20 jours, mais comme c'est son 3e séjour, elle restera privée de tout contact avec l'extérieur jusqu'à la fin de son hospitalisation. Comme beaucoup de ceux qui sont ici, elle cherche dans son enfance à comprendre les raisons de son mal-être. Quand j'étais jeune, j'étais fouettée avec le fouet, la ceinture. Et puis pour des choses tellement anodines parfois. Ça se justifie pas de taper un enfant, mais il n'y avait même pas forcément des raisons valables, quoi. Et c'est pour ça le fait de me rabaisser tout le temps, je me rabaisse tout le temps, et peut-être j'ai besoin de cette violence-là, parce que j'ai connu beaucoup ça, quoi. La plupart des jeunes gens qui vont mal et qui sont dans une logique de rupture, très souvent, c'est le sentiment de ne pas se sentir exister, de ne pas avoir de place, de ne pas avoir d'identité propre, un peu comme si, faute de découvrir leurs contours, faute de pouvoir bien se distinguer des autres, de leurs parents, mais aussi des autres personnes, il leur fallait se déchirer, il faut entendre le mot au sens propre, pour se doter d'une identité, d'une place, d'une position singulière. Comme s'ils ne pouvaient trouver leur existence qu'en se déchirant pour contraster avec les gens qui les entourent.
Aux États-Unis, comme souvent, le phénomène a une autre ampleur. Là-bas, il serait au moins 2 millions à pratiquer cette forme d'automutilation. Comportement tabou comme en France, les Américains lui ont tout de même donné un nom, le cutting, du verbe cut, se couper en anglais. Un terme qui regroupe tout comportement consistant à s'infliger volontairement des blessures corporelles. Mary Lee Strong est journaliste à San Francisco. Elle a été l'une des premières à révéler la détresse de centaines de milliers d'Américains dans un livre de témoignages bouleversant. Les personnes qui font ça le font en cachette et se sentent très isolées. Elles ont l'impression qu'elles sont les seules au monde à avoir de telles pratiques. Leur entourage les culpabilise, les traite comme des monstres. Elles sont mal reçues aux urgences. Certains psys font des diagnostics erronés. Ils disent « celui-là a fait une tentative de suicide » ou « celui-ci est masochiste ». Souvent, ils ne les prennent même pas au sérieux et pensent que ces jeunes cherchent juste à attirer l'attention comme si c'était une simple crise d'adolescence. C'est notamment grâce à Internet et à l'anonymat qu'il garantit que Mary Lee a pu vaincre la honte de ceux qui ont accepté de témoigner pour elle. Internet est devenu cet outil merveilleux où ils peuvent se retrouver dans un environnement anonyme et sûr. Ils peuvent y apprendre les raisons pour lesquelles ils se coupent et comment ils peuvent arrêter. Ils peuvent s'entraider, échanger leurs histoires personnelles et s'exprimer librement. Sur le net, en effet, on trouve plus d'une centaine de sites consacrés au cutting. Des numéros de téléphone à contacter en cas d'urgence, des conseils destinés aux familles et aux amis, mais aussi et surtout un nombre incroyable de sites personnels où des cutters parlent de leur expérience et de leur détresse. Le cutting n'est pas réservé à une seule catégorie sociale. Une des choses qui a contribué à faire tomber le tabou est que de nombreuses personnes célèbres ont fait leur coming out en avouant qu'elles étaient également des cutters. Par exemple, il y a à peine un mois, Angelina Jolie a parlé au magazine Rolling Stone de son cutting. Elle a dit « Je comprends qu'on ait besoin de voir son sang couler pour se sentir en vie, mais je ne veux plus le faire. J'ai trouvé d'autres façons d'exprimer mes sentiments. » Nous sommes à Naperville, dans la banlieue de Chicago. C'est dans cet hôpital que se trouve le seul centre des États-Unis exclusivement consacré aux patients qui pratiquent cette forme d'automutilation. Je me blessais les bras, les jambes. Vous avez tellement mal à l'intérieur que vous vous faites mal à l'extérieur, parce que vous avez besoin d'aide. Cette confession est extraite de l'interview que la princesse Diana a accordée à la BBC en 1995. À l'époque, le cutting était encore mal connu et tout le monde a préféré parler des tendances suicidaires de Lady Di. Aujourd'hui, les spécialistes de l'automutilation utilisent ces aveux princiers pour déculpabiliser les patients. Ça fait du bien de voir que ce ne sont pas que des gens lambda qui ont ce genre de problème. On aurait tendance à penser qu'elle avait tout, de l'argent, du pouvoir. C'était un modèle. Oui, et elle aussi avait des problèmes. Du coup, tu te sens moins coupable d'avoir le même problème. Tu te sens moins nul, quoi. Ces deux femmes, Karen Conterio et Wendy Lader, ont fondé ce programme il y a 16 ans. Il s'appelle Safe Alternatives. Ici, l'hospitalisation dure 4 semaines, la journée de soins coûte 7 000 francs et le nombre de patients est limité à 10 par session. La plupart de ceux qui viennent ici s'automutilent depuis des années. Ces patients ont essayé tous les traitements, toutes les thérapies, tous les services hospitaliers. Pour eux, Safe Alternatives représente la dernière chance de guérison. D'après ce que nous voyons ici, les personnes qui s'automutilent sont le plus souvent des femmes. En général, elles ont commencé à s'auto-infliger des blessures à l'adolescence, voire plus jeune encore. Elles ont une très mauvaise image d'elles-mêmes. Je dirais même qu'elles se dégoûtent. Elles sont persuadées qu'elles sont mauvaises, maléfiques, qu'il y a quelque chose de vraiment pourri en elles. En général, elles ont beaucoup de vocabulaire et sont brillantes. En tout cas, elles ont un QI équivalent ou au-dessus de la moyenne. Mais elles sont souvent issues de familles où toute manifestation de sentiments était censurée. Libby a 23 ans, Pam 40. Elles se sont connues ici et partagent la même chambre depuis 3 semaines. Je me sens tellement coupable d'avoir fait subir ça à ma fille. Mais elle ne t'a jamais vu te couper? Non, elle n'a vu que les points de suture. Comment tu fais pour le lui cacher? Je le fais quand elle n'est pas là, quand elle est à l'école. Comment ça?
Tu retiens ta pulsion jusqu'à ce qu'elle soit partie? Tu sais, moi, mes pulsions, c'est toujours entre 13 et 16 heures. Ah, c'est dingue. Pour moi, c'est quotidien. C'est même plusieurs fois par jour. Ma journée est organisée autour de l'automutilation. Je me demande combien de fois, quand et comment je vais pouvoir le faire. Est-ce que je vais me sentir coupable ou pas? Est-ce que je vais me sentir coupable de ne m'être pas suffisamment mutilée? Vous voyez? Pour moi, l'automutilation est une manière de me punir, mais aussi, parfois, de me récompenser. Par exemple, je peux me dire, aujourd'hui j'ai vraiment eu une sale journée, je mérite de me couper. Ou alors, si je suis très fatiguée et molle et que j'ai besoin d'un coup de fouet, je peux aussi m'automutiler et retrouver la pêche. C'est comme un shoot d'endomorphine. Enfin, si je suis trop excitée, que j'ai besoin de me calmer, je peux aussi me faire mal et ça va me relaxer, m'apaiser. Bref, ça me sert dans de nombreuses circonstances. Ça faisait mal? Non. À l'époque où je le faisais, ça ne faisait pas mal du tout. Je crois que l'adrénaline libère des endomorphines et que ça anesthésie la douleur. C'est comme quand tu as un choc. Ou alors, c'est peut-être parce que, quand j'étais gamine, j'ai appris à bloquer la douleur. Il y a un truc vraiment bizarre que je n'ai réalisé que dernièrement. Petite, j'ai été violée. On me pénétrait avec des couteaux et d'autres ustensiles de cuisine. C'est vrai, ce sont des sévices extrêmement violents. Et c'est bizarre, je n'avais jamais fait le rapprochement. Mais maintenant, c'est moi qui utilise ces couteaux sur mon propre corps, alors qu'avant, c'était quelqu'un d'autre. Vous comprenez, j'ai passé tellement de temps sans avoir le moindre contrôle sur moi-même. Je n'avais de contrôle sur rien, jamais. Alors l'automutilation, pour moi, même aujourd'hui, est la seule chose que je contrôle. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'y renoncer. Ici, toutes les patientes sont volontaires et acceptent de suivre à la lettre un règlement intérieur draconien. Dès leur admission, elles signent un contrat selon lequel elles s'engagent par écrit à ne pas s'automutiler pendant toute la durée du séjour, sous peine d'être envoyées immédiatement du centre. En échange, on leur apprend à se servir d'outils censés canaliser leurs pulsions et leur éviter le passage à l'acte, comme par exemple ce carnet. Libby, tu fais quoi? Je remplis mon carnet de pulsions. C'est quoi? C'est quand tu as une envie irrépressible de te blesser. Ils veulent ici que tu réfléchisses à ce qui se passe derrière. Réfléchir aux pensées et aux sentiments qui te poussent à vouloir passer à l'acte. Il faut noter l'heure, le contexte. Comme ça, tu peux aussi voir si tu as tendance à répéter des schémas. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'avais mes pulsions plutôt le soir. Il faut aussi analyser les causes de tes pulsions, réfléchir aux conséquences. Ça t'oblige à comprendre ce que tu essayais de dire à travers des actes, plutôt qu'en utilisant des mots. Tu dois écrire ce que tu as fait au lieu de te blesser et quelles sont les conséquences de cette victoire sur toi-même. Ce programme est basé en grande partie sur des réunions de groupe, entre 6 et 7 par jour. Au cours de celle-ci, une thérapeute passe en revue et décortique les carnets de pulsions. L'occasion d'aller fouiller au plus profond des inhibitions et des blessures de chacun. Plus de la moitié des femmes présentes ici ont subi des violences sexuelles dans leur enfance, la plupart par un membre de leur propre famille. L'une des priorités est donc d'essayer de les réconcilier avec un corps qui les révulse et qu'elles violentent. Ma dernière pulsion, je l'ai eue ce matin. Je voulais m'automutiler pour me punir. Ça s'est passé ce matin à 10h dans la pièce commune. Je venais tout juste d'avoir un entretien individuel avec la psychiatre. Je me sentais dégoûtée, menacée, angoissée. J'avais peur et je me sentais vulnérable. En fait, ce matin, la psychiatre de Peggy lui a tout simplement suggéré d'essayer de réapprivoiser son corps en lui donnant du plaisir, de lui faire du bien plutôt que de toujours l'agresser. Une idée insupportable qui terrorise encore la plupart des femmes présentes ici. Mais si, tu sais très bien de quoi je veux parler, Denise. C'est de masturbation. À moi aussi, elle me l'a suggéré, mais je crois que je me sentirais trop coupable. Je crois que j'en serais bien incapable. C'est pas naturel. Donc, si je comprends bien, la plupart des femmes ici ne connaissent pas leur propre corps. Vos corps ont été violés par d'autres, mais vous,
Vous ne connaissez rien à vos propres corps. Regardez les mines que vous faites. Mais c'est pas bien. Mais qui a dit ça? Moi. Il faut que... Oh, je suis tellement écœurée. Que j'apprenne à connaître mon propre corps. Et que je sache ce que j'aime. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu une relation sentimentale, dès qu'il était question de choses plus intimes, je ne pouvais rien faire d'autre que de m'automutiler. Donc je suppose que la seule solution pour surmonter cela, c'est de commencer à me sentir mieux avec mon corps. Tina, ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est ton premier groupe, je sais, ce n'est pas un sujet facile. Respire. Tu veux nous dire ce qui se passe, ce que tu ressens? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce que je ressens. L'expression orale est extrêmement importante pour ces personnes. Imaginez un enfant de 2 ans. Il ne maîtrise pas le langage, il utilise des comportements pour communiquer à ses parents ce dont il a besoin. L'automutilation est très comparable à ce que font les enfants qui ne savent pas encore parler. Ils utilisent leur comportement pour dire qu'ils ont mal, qu'ils sont en colère, qu'ils sont tristes. Notre objectif est de pousser nos patients à utiliser un langage adapté à leur âge. En alternance avec les réunions de groupe, toujours très violentes sur le plan émotionnel, l'équipe médicale organise des séances d'expression par le dessin. Les traits et les couleurs remplacent alors les mots encore trop difficiles à prononcer. Aujourd'hui, chaque patiente doit essayer de mettre une image sur les sentiments qu'elle éprouve. Peggy, qu'est-ce que tu ressens? Ça veut dire quoi cette tête que tu fais? Ta colère a l'air bien maîtrisée. Elle a l'air contenue. Ce volcan n'est pas en éruption. Tu crois que tu n'as pas le droit d'exprimer ta colère? Je crois que je n'ai pas le droit d'exprimer quoi que ce soit. Pourtant, si, tu as le droit d'exprimer ta colère. Je n'ai pas aimé ça du tout. Pourquoi? Parce que ça racontait trop de choses sur moi. Bah, c'est comme ça que ça marche la thérapie par l'art. Ça fait parler l'inconscient et c'est comme ça que tu apprends beaucoup de choses sur toi-même. Tous les membres de ma famille, à part ma mère, étaient physiquement très violents. Dès qu'ils se mettaient en colère, ils ne se maîtrisaient plus et s'en prenaient physiquement aux gens. Je me suis juré que je ne serais jamais comme eux. Du coup, j'ai tout intériorisé. J'intériorise tout depuis que j'ai 14 ans. L'automutilation était l'un des moyens que j'avais pour faire sortir ma colère. Je la retournais contre moi-même. J'espère que je pourrai m'en sortir et vivre ma vie. Et si cela veut dire qu'il faut que je tourne le dos à ma famille, alors je le ferai. Il faut que je commence à vivre pour moi et que j'arrête de vivre pour les autres. C'est difficile? Oui, très difficile. Parce que même s'ils sont tous dingues dans ma famille, c'est quand même la seule famille que j'ai. Et c'est dur de renoncer à une famille. Cela fait maintenant 22 jours que Libby et Pam ne se sont pas mutilés, un record dans leur vie. Dans une semaine, elles quittent le centre. Pour que leur retour dans le monde ne soit pas trop brutal, pour qu'elles réapprennent à affronter les situations réelles de la vie, elles sont régulièrement autorisées à sortir des locaux de l'unité.
Pour moi, c'est un défi de faire mes courses en plein jour. D'habitude, j'attends qu'il soit 2 ou 3 heures du matin et je vais dans les magasins ouverts 24 heures sur 24. Je fais pas mes courses la journée. Pourquoi pas? À cause de l'automutilation. Et puis, je ne me sens pas très à l'aise quand il y a du monde. J'évite le monde. Bref, c'est un défi et c'est chouette. Parce que pour l'instant, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. C'est marrant parce que la caissière dans l'autre magasin m'a demandé « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et ça m'a glacée parce que je ne savais absolument pas quoi lui répondre. Alors j'ai dit « c'est une longue histoire ». Elle m'a fait « Ah, ok ». Mais elle a continué à me regarder avec insistance, j'étais mal. Alors on s'est dépêché et on est sorti aussi vite que possible. Des doubles lames. Et en plus, elles sont soldées. Et j'ai du mal à résister aux soldes. Oula, t'es en train de les toucher. Repose, repose. Moi, c'est celle-là que je préfère. Non, j'aime pas. Il n'y a qu'une lame. C'est celle-là que j'aime. C'est vraiment difficile de les ignorer, surtout qu'elles sont en solde. Ouais, rien que de les regarder, c'est... Oh, toi, t'es en train de flipper. Qu'est-ce que ça vous fait? Une pulsion. Ouais, une pulsion. Vous savez, en temps normal, quand je fais des courses, je prends toujours 2 ou 3 paquets pour être sûre de ne pas en manquer. Les lames sont tellement fines que je peux les cacher n'importe où. Et il y a 10 lames par paquet. Enfin bref, je crois qu'on ferait mieux de passer ce rayon parce que ça me rend très nerveuse. Vous sortez dans 8 jours et vous avez toujours envie d'en acheter? La différence, c'est que maintenant, on arrive à les reposer. On les repose, on les met plus dans le caddie pour les ramener à la maison. Ça, c'est un grand pas pour moi. Oh, trop mignon! 5 $. Mais j'en prends quand même un. Regarde, il a une grenouille sur la tête. Retour au centre. Brie, une jeune patiente de 25 ans, fait ses adieux à Libby. Ce soir, elle rentre chez elle. Comme toujours, chaque départ suscite les mêmes angoisses, les mêmes questions. On était en train de se demander si on allait cacher nos cicatrices ou si on allait les garder jusqu'à la fin de nos jours. Justement, j'ai rencontré une fille ici à l'unité qui voulait devenir chirurgien plasticien. Elle voulait surtout se spécialiser dans les méthodes pour effacer les cicatrices, en particulier pour ceux qui se sont automutilés. Oui, j'ai entendu dire aussi que grâce à la chirurgie esthétique, on pouvait maintenant effacer ces cicatrices. Mais je ne crois pas que je le ferai. Je préfère les garder pour montrer ce par quoi je suis passée, pour ne pas recommencer. Si je les efface, j'ai peur d'oublier. Bref, il va falloir de toute façon qu'on assume nos cicatrices et qu'on apprenne à vivre avec. C'est un épisode de notre vie. Alors bien sûr, je suis sûre que nous serons critiqués, que certaines personnes nous diront « t'es folle, t'es bizarre », mais pas si ce sont de véritables amis. Je suis arrivée à un point dans ma vie où j'en ai assez de me cacher. Plus je me cache et plus j'ai honte. Et je ne veux plus avoir honte de qui je suis. D'ailleurs, c'est un miracle si je suis toujours en vie aujourd'hui. Et ce miracle, je le dois à l'automutilation. Avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, l'automutilation est la seule chose qui m'a permis de me soulager et de me calmer au lieu de péter les plombs. En 16 ans, petit à petit, Safe Alternatives a réussi à lever un tabou. Son programme est reconnu et l'équipe reçoit aujourd'hui plus de 500 appels par mois. Les résultats sont là. 2 années après leur sortie du centre, 75% des patients n'auraient pas récidivé. Safe cherche maintenant à lever des fonds pour faciliter l'hospitalisation du plus grand nombre.